suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui, Alex. Ravi d'être Euh, là. Merci Quentin. un papa preneur de plus dans le podcast. Et un sacré papa preneur, je t'ai découvert sur LinkedIn avec un post, comme tu me disais au téléphone, qui Ouais, a... Alors tu savais que t'allais jouer un peu sur les émotions en postant ça et qu'il allait avoir du reach, mais pas à ce point-là. Moi, quand je t'ai contacté, t'avais plus de 6 ou 7 000 likes, je sais plus combien de centaines de commentaires. Et bah tiens, d'ailleurs, tu peux nous en dire un peu plus sur ce post, sur la photo, sur l'idée qu'il y ouais. a derrière? Alors oui, je peux t'en dire un petit peu plus. C'est marrant comme une photo reste la capture d'un instant et d'une réalité à l'instant T, mais qu'elle retranscrit peut-être pas forcément la réalité de ce qu'il y a autour. C'est effectivement un post que j'ai mis sur LinkedIn il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, parce qu'il retranscrivait bien mon tiraillement entre vie pro, vie perso, et puis j'imagine qu'on va en parler, mais en réalité. La photo, elle a été prise par ma compagne qui est passée au bureau avec notre deuxième fille qui est née il y a quelques semaines, avant qu'on parte tous les trois à un rendez-vous. Et en fait, c'est ma compagne qui a passé toute la journée avec ma fille avant. Et elle est sortie de mon bureau, elle revient, j'avais la petite sur mon épaule, j'étais en train de faire quelque chose sur l'ordinateur. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Elle m'a pris en photo. Elle a envoyé ça sur notre groupe WhatsApp familial, ça a fait marrer tout le monde. Euh, et puis le soir même, je suis parti marcher un petit peu, parce que j'ai plus un physique de marcheur que de coureur, hein. En marchant, je me suis dit que justement cette photo était une belle illustration du fait que je suis papa et entrepreneur et que sur cette photo, je fais les deux en même temps. Je fais peut-être pas forcément bien et parfaitement les deux en même temps, mais je fais les deux en même temps. Et ça m'a donné envie de le partager sur LinkedIn de manière très sincère. Euh, je savais, je suis un utilisateur de LinkedIn depuis quelques années, je savais que ça allait certainement faire un petit peu réagir, euh, mais j'imaginais pas la proportion que ça allait prendre. Et puis en rentrant, j'ai demandé à ma compagne si elle était OK que j'utilise la photo, puisqu'il y a quand même notre fille dessus, même si Ouais, je on la voit comprends. pas, et que je suis pas fan en soi de l'idée de partager des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux. En tout cas, je le ferai jamais de face. Hmm. Et puis elle m'a dit ouais, ok. Et puis j'ai fait le post le lendemain matin et c'est parti dans tous les sens. Donc c'était assez rigolo. Ouais, c'est Voilà. marrant. Moi, tu vois, quand j'ai vu ça, je te disais avec mon ami Jérémy Coron, on a fondé le podcast Papa Preneur. Vraiment pour ceux qui sont aussi investis dans leur rôle de papa que dans celui d'entrepreneur. Et cette photo, comme tu dis, une image, ça vaut 1000 discours, 1 milliard de mots. Si je me suis dit, ok, on est dans le concret, il faut absolument que je contacte Alex, parce que je pense qu'on a plein de choses super intéressantes à se dire. J'en suis Et ça persuadé. a pas manqué. On s'était dit il y a quelques jours quand on s'est appelé, on s'appelle 15 minutes. Ouais. On a passé je sais plus combien de temps au téléphone. Bon, on avait des calls tous les deux, donc du coup on a dû arrêter. Mais ça, en fait, on aurait fait le podcast par téléphone, quoi, si Exactement. C'est si on n'avait pas eu un on rendez-vous. arrête, on n'aura plus Ouais, rien à se dire après pendant le podcast. c'est ça. C'est trop bien, tu vois. Alors tu parles de tiraillement vie pro vie perso. Euh, Fondamentalement, tu vois, avec Jérémy, nous on se connaît depuis 3 ans, on s'écrit tous les jours, on s'est rencontrés en fait dans un incubateur d'entrepreneurs. Et on n'a pas du tout aimé l'incubateur. Mais fondamentalement, on est tombé dans le même groupe, on a super bien matché tous les deux, et depuis 3 ans, on s'écrit tous les jours. Ok. Et on s'est vite rendu compte, au bout de quelques semaines, qu'à la base, on s'écrivait pour nous fixer nos objectifs. C'était vraiment une idée, tu vois, d'avoir un, un accountability partner, c'est un partenaire de responsabilité. Tous les jours, on s'envoyait nos objectifs pour dire, voilà, mon top 3 priorité de la journée, voilà ce que je vais faire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que très rapidement, on s'est rendu compte que on s'écrivait plus pour se dire, putain, ma nounou, elle a encore posé sa matinée, putain, ma fille, elle est malade, j'ai dû aller la chercher, oh, mon fils, il a vomi partout, j'arrive pas, j'ai pas dormi de la nuit, je sais pas comment je vais faire aujourd'hui, j'ai des rendez-vous. Et ce qui est marrant, c'est que c'est devenu un peu un running gag entre nous avec le temps où on se partageait des photos de nos enfants, les pires anecdotes, les trucs. En fait, on était vraiment des fouloirs. Et, et Jérémy, lui, c'est vraiment un passionné des neurosciences, de la productivité. Moi, je suis un coach où je travaille vraiment avec des entrepreneurs sur l'aspect performance d'eux-mêmes et de leur entreprise. Et c'est des sujets qui nous parlaient beaucoup. Et en fait, à force de parler de ça, tu vois, on s'est rendu compte que dans tous les bouquins qu'on lisait, il n'y avait jamais le mot enfant.
il n'y avait jamais le mot famille. Et que nous, en fait, on s'est cramé littéralement pendant des années à essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, tu vois. Et Je on vois. essayait d'appliquer des méthodes de productivité, de performance, d'efficacité personnelle, de concentration, d'organisation qui fonctionnent, qui sont justes quand tu es célibataire et que tu pas d'enfant. Mmh. Et on s'est rendu compte à quel point, en essayant de lutter contre tout ça, c'était une galère sans nom, à quel point ça nous fatiguait, à quel point ça nous frustrait, ça crée de la colère. Et ça crée ce truc de se dire, tu sais, tu as cette sensation de, quand tu es chez toi, tu culpabilises parce que tu voudrais travailler. Et quand tu travailles, tu culpabilises parce que tu te dis, j'ai pas été assez présent avec mes enfants et j'ai envie d'être avec eux. Et Complètement. finalement, t'es jamais dans l'instant présent, t'es toujours dans ce Mmh. chassé-croisé. Ouais, je vois C'est très un bien truc ce que que tu tu veux dire. ressens quand tu parles de la difficulté à gérer la vie pro-vie perso. C'est c'est évidemment quelque chose que je ressens parce que, pour être très honnête, j'ai l'impression que je suis assez efficace au boulot en pensant évidemment à mes filles, à la vie de famille, mais en restant concentré sur ce que j'ai à faire dans mon temps de travail imparti. C'est moins vrai dans la vie perso, si je suis tout à fait honnête, parce que la grande différence entre maintenant entrepreneur et avant salarié, j'ai connu les deux du coup. J'ai connu être papa salarié et je suis en train de connaître le fait d'être papa entrepreneur. La charge mentale de l'entrepreneur, pour reprendre un terme qu'on utilise beaucoup pour les femmes, par rapport à la parentalité, ben, je trouve que la charge mentale de l'entrepreneur, elle te lâche pas. Elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur Mm. 7. Peut-être quand tu dors, elle s'arrête, mais des fois, elle te réveille. Et du coup, il y a peut-être un truc sur lequel je suis vraiment pas bon. Et ma compagne te dirait que ouais, je suis pas bon. C'est sur le fait de laisser le boulot à l'entrée de la porte le soir quand je reviens. Donc je suis Mm. là, je suis physiquement présent. Je pense que mentalement, je le suis aussi, mais pas à 100%. Parce que j'arrive pas à lâcher mon téléphone. S'il y a une info qui arrive qui me stresse, il faut que je la traite. Sinon, Mm. voilà, c'est compliqué de bien scinder les deux, je trouve. Et tu mets le doigt justement sur quelque chose qui est intéressant, c'est, je vais plutôt te poser une question, et si on n'avait pas les scindés? Et si le secret, il était justement là-dedans? Et si tu vois ce qui crée cette frustration, cette tension, c'est qu'on essaie de scinder quelque chose qui est impossible à scinder. Alors, j'ai très envie de te dire oui, parce que je pense que je serais, moi, en tout cas, incapable de le scinder complètement. Mm. Euh, on est quand même des êtres humains uniques, entiers, faits de multiples facettes, et je vois pas, alors je suis pas spécialiste des neurosciences, je suis pas coach, mais je vois pas bien comment on pourrait se dire maintenant j'appelle une facette de ma personnalité qui est celle du pro, maintenant je la mets en veille et puis j'appelle la facette de ma personnalité du perso, compagnon, papa, euh, neveu, tonton, tu vois, enfin c'est Mm. ça me paraît impossible en réalité de scinder, mais il y a une injonction sociale peut-être ou qu'on se met nous-mêmes, c'est possible aussi, à être 100% dédié ou présent dans ce qu'on fait au moment où on le fait. Donc, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de pourquoi on devrait scinder et peut-être déjà essayer de se déculpabiliser par rapport au fait que c'est pas possible de le faire. Mm. Tu vois, alors je suis pas un expert des neurosciences non plus. Moi, je suis plutôt je me définis d'ailleurs pas comme un expert de rien du tout. Je suis plutôt un passionné du potentiel humain, tu vois, de me dire, ok, comment est-ce qu'on fonctionne? Et fondamentalement, la question qui m'anime, je pense, depuis 15 ans, même peut-être 20 ans maintenant, c'est pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font? Pourquoi est-ce que, à la base, ça a commencé pourquoi est-ce que moi je fais ce que je fais? Mhm. Et pourquoi est-ce que mes parents font ce qu'ils font? Pourquoi est-ce que mon frère fait ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que mes amis font ce qu'ils font? Et puis après, ça a pris un truc plus large. Et fondamentalement, tu vois, je me rends compte que il y a deux choses qui se passent. Enfin, on vit dans une dualité. C'est que on a envie de contrôler l'incontrôlable. Et souvent, notre ego nous empêche de voir la réalité. Ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer, et surtout après, quand t'es entrepreneur, t'as ce drive qui est dingue, qui te pousse pas, mais qui te tire vers une vision que t'as, vers des envies que t'as. C'est pas Mhm. des besoins, vraiment Mhm. des envies, c'est quelque chose qui te nourrit. Et ça a tellement un pouvoir d'attraction énorme
que tu as tendance à te laisser happer dedans, mais tu te dis que comme quand tu étais salarié, où tu n'avais pas ce drive, tu n'avais pas cette traction, même si tu étais un très bon employé, avec beaucoup de motivation, avec de grosses ambitions, c'est pas exactement la même chose. Ah bah non, c'est pas ton bébé. Tu, avant que tu arrives au boulot, t'es pas au boulot. Une fois que tu es chez toi, tu es chez toi. Mmh. Et ça m'est arrivé de travailler le soir quand j'étais salarié, ça m'est arrivé de travailler des fois pendant les vacances, mais ça, c'est dans des proportions qui sont radicalement différentes de quand tu es entrepreneur. On est tout à fait d'accord. Et en fait, la grosse, pour moi, hein, le gros point de friction pour l'entrepreneur, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est que il est totalement absorbé par ce qu'il fait parce que c'est un choix qu'il a fait de lancer cette entreprise dans ce sujet, sur cette niche, avec ce produit ou ce service, avec tel ou tel format. C'est un choix qu'il a fait, il s'est engagé dedans, et une fois que tu es engagé, c'est très très dur de couper. Parce que c'est un engagement qui est viscéral. Mmh. Mais ce qui est fun, c'est que quand t'es parent, c'est aussi un engagement viscéral. Et c'est Complètement. peut-être sûrement l'engagement viscéral le plus important de ta vie, parce que c'est assez marrant, mais c'est un amour que tu as jamais connu avant d'être Mmh. papa, ou avant d'être maman. C'est un truc totalement différent. Tu sais, ma grand-mère me disait un truc quand j'étais ado, jeune adulte, et où oui, l'idée d'avoir des enfants me traversait l'esprit, mais elle était, comment je pourrais dire? Elle était pas concrète. Hmm. On était vraiment dans l'ordre du possible à un moment donné, mais c'est cool d'être complètement libre, de pas avoir d'enfants, de pas avoir de contraintes. Elle me disait souvent, quand elle me donnait des conseils comme une mamie: «Tu comprendras quand tu seras papa». Et purée, qu'est-ce que ça me faisait chier qu'elle me dise ça, tu sais, en me disant ça c'est vraiment elle est plutôt de bons conseils de manière générale, mais Hmm. c'est quand même le conseil à la con, quoi. Tu verras, tu vois, le truc Hmm. de toute façon, c'est l'argument d'autorité. T'es pas papa, tu Hmm. sais pas. Toi, tu dis, mais moi, Putain, je suis intelligent, c'est bon, je comprends, je suis mais pas oui, bête. ça va, c'est bon. Enfin, y a rien de fou non plus à être parent. Ben, il y a juste quelqu'un en plus dont il faut s'occuper. Mais mon Dieu, ce qu'elle avait raison. En Ouais, ouais. réalité, c'est j'ai pas l'impression que je suis une autre personne depuis que je suis papa. Par contre, le, le point de vue, mon point de vue a radicalement changé. Hmm. Avant, euh, la personne qu'il fallait que j'accompagne, que je fasse grandir, que j'élève, c'était moi. Et puis mes proches, évidemment, de les accompagner, de les conseiller, mais j'étais concentré sur moi. D'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, qui débarque, tu connais pas cette personne, et puis elle devient plus importante que toi, comme ça, de manière immédiate. Hmm. Ça change tout en réalité. Hmm. Ça t'oblige à gérer autrement ton égocentrisme, ton égoïsme. Ça te met en face d'une réalité, je trouve, qui est géniale, mais Hmm. qui est d'une brutalité incroyable, quoi. Ouais. Euh, le terme est peut-être pas bien choisi quand je dis brutalité. Non, En tout cas, sincèrement, il y je a pense que quelque tu as chose raison. de très massif d'un coup, voilà, Hmm. qui arrive et qu'il faut Hmm. apprendre à gérer. T'as déjà vu une vidéo d'un iceberg qui se retourne? Je savais même pas qu'un iceberg pouvait se retourner. Ouais, si, si, bah, il y a Mike Horn qui a failli mourir comme ça il y a 2 ans, là, où il était monté Ok. jouer sur un iceberg avec un copain, puis il s'est retourné. Et j'aime bien cette idée de brutalité. Ça veut pas dire, tu vois, que c'est violent, mais c'est, tu vois, les choses vont petit à petit, tu vois le truc bouger, et d'un Hmm. coup, t'as une espèce Ouais. d'énorme masse de glace qui se retourne, ça fait un raz-de-marée autour. Et pour moi, l'idée de brutalité, elle me parle beaucoup, parce que fondamentalement, c'est un shift identitaire qui se passe quand tu deviens papa. Et mon Dieu, quand tu as pris cet exemple, je l'ai partagé dans le podcast, je le partage à des clients ou à des amis, pour moi, c'est exactement ça. Le nombre de fois où mes parents me disaient, mais tu comprendras quand tu auras des enfants. Hmm. Et t'as ton ego qui refait surface en disant, il me prend vraiment pour un débile, quoi. J'ai un cerveau, je comprends, je suis quelqu'un d'intelligent. Enfin, mon ego se dit, je suis quelqu'un d'intelligent. Et je me souviendrai toujours de cette réaction où j'étais à la maternité, ou non, je crois qu'on rentrait de la maternité. Ça faisait 2-3 jours qu'on était à la maison, et ça m'a frappé. Où je me suis fait, oh, ah putain, mes parents avaient raison en fait. Je ne pouvais pas le comprendre parce que c'est pas quelque chose qui est intellectuel. C'est une compréhension émotionnelle, intuitive, viscérale, tu Hmm. vois. Et ouais, ça me parle énormément ce que tu dis. Et c'est pour ça, tu vois, j'aime bien cette idée de brutalité parce que c'est très brutal. C'est un choc émotionnel. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est
je parle de shift identitaire parce que ton identité, elle est fondamentalement, elle repose sur tes standards, ce que tu maintiens au quotidien, tes valeurs, les choses qui sont importantes, les choses que tu crois être vraies, Mmh, et l'histoire que tu te racontes. mmh. Et c'est vrai qu'avant d'être papa, tu te racontes des histoires sur ta carrière, tu te racontes des histoires sur toi, sur ce dont tu es capable, tu te racontes des histoires sur comment le monde doit être. Et puis de l'autre côté, tu as tes standards, ce que tu maintiens, les valeurs auxquelles tu crois. Et tout ça, le jour où tu deviens parent, parce qu'on ne dit papa, parce qu'on est dans papa-preneur, mais c'est pareil pour une femme, l'histoire, elle change. Tu te racontes plus les mêmes choses. Tes standards, ils évoluent. Parce Mmh. qu'effectivement, il s'agit plus que de toi, il s'agit de quelqu'un où tu te dis, demain, s'il doit lui arriver, s'il y a le choix entre elle, elle meurt, moi je meurs, c'est moi qui meurs. Ah bah, c'est clair, Et, il y a et pas tes de valeurs, débat. elles font comme ça, Mmh, comme l'iceberg. Elles pivotent complètement. mmh. Et tu vois le truc arriver, et d'un coup, ça bascule, et tu as une bascule mentale qui est complètement différente. Et ton identité change, donc tes objectifs changent. Moi, je voulais être banquier d'affaires, gagner 500 000 dollars par an à New York. Il y avait que ça qui m'intéressait. J'étais dans la banque, je suis devenu papa. Le seul truc qui m'intéressait, c'était d'être proche de ma fille. Je venais de lancer ma boîte de consulting qui marchait super bien. Au bout de 6 mois, j'ai tout coupé. Pour moi, C'est ça a fait très bizarre, tu vois. Parce que je me c'est drôle disais, que j'ai ma boîte, j'ai du cash, c'est mon rêve, mais je partais tout le temps en déplacement, je voyais pas ma fille grandir, et je me suis dit, non, ça c'est inadmissible, c'est impossible pour moi. Et j'ai arrêté mon activité. Et ça a fait très très bizarre, parce que j'aurais jamais fait ça un an avant. mmh je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis là parce que, de mon côté, il y a quelque chose d'assez similaire, enfin, vraiment très similaire. Ça s'est fait en 2 étapes où moi je suis de Strasbourg, on est originaire de Strasbourg, ma compagne et moi. Quand on a su qu'elle était enceinte, on habitait Paris à ce moment-là. On Mhm. s'est dit: «Bon, c'est mort d'avoir une gamine à Paris», enfin un gamin, on savait pas encore que ça allait être une fille, à Paris. Il faut qu'on trouve un moyen de retourner à Strasbourg. Moi, j'avais un petit peu bougé, avant. Ma compagne, elle a énormément bougé aussi. Elle a vécu à Montréal, elle a vécu à Berlin. Ensuite, elle est venue me rejoindre Ouais. à Paris quand j'y étais et pour elle, retourner à Strasbourg, c'était pas envisageable avant d'être maman, ou en tout cas Mhm. avant la perspective d'être maman. Et le fait qu'on sache qu'elle était enceinte, ça nous a mis d'accord sur le fait qu'il fallait rentrer à Strasbourg. Ça a été le premier truc important. Bon, Mhm. la grande est quand même née à Paris. On a déménagé 3 mois après. Je bossais dans une grosse boîte d'assurance à ce moment-là, et puis j'étais prêt à accepter n'importe quel poste qui me permettait de revenir à Strasbourg. Moins de salaire, moins de responsabilités, je m'en foutais. Il fallait que je retourne à Strasbourg. Mhm. Premier shift C'était identitaire. l'objectif, ouais. Ma carrière devient complètement secondaire. Ce qui m'intéresse, c'est le cadre de vie dans lequel ma fille va Énorme. grandir. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer à Strasbourg en ayant un poste qui était très intéressant, très challengeant, très sympa, mais qui, exactement ce que tu disais, a fait que oui, on est rentré à Strasbourg, mais je dormais à l'hôtel 3 nuits par semaine. Ok. Et ben, comme tu dis, pas possible. C'est pas possible. Donc Ça change l'envie tellement, ça, quoi. entrepreneuriale était en train de grandir. J'y pensais depuis des années, mais comme Mhm. j'étais pas malheureux dans ce que je faisais, c'était là, quelque part, dans un coin de Mhm. ma tête. Et je pense vraiment que ce qui m'a fait sauter le pas à un moment donné, c'est certainement que mon projet était mature, mais c'est aussi et surtout le fait que ma vie salariale n'était plus soluble avec mon envie familiale. C'était pas possible, Mhm. 60% de la semaine, de ne pas être là. Ouais. Donc je vois très bien ce que tu dis. Je m'y reconnais beaucoup. Ah, c'est marrant, tu vois, comme quoi les parents et les grands-parents ont raison quand ils Ouais, disent que tu peux pas comprendre. ça C'est fait un chier, spectre. hein. Et on le Ouais, mais dira sûrement plus tard, hein, à nos enfants et petits-enfants. Mm. Mais On va tu vois, perpétuer ça. On va mais perpétuer ça, ouais. exactement. Ouais, Et on prendra un malin plaisir d'ailleurs à le c'est faire. ça. Tu Et, verras, ils tu comprendras quand tu auras et des ils vont enfants. nous regarder comme ça. Purée, les conseils de vieux schnock, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et pourtant, ça doit être un conseil qui existe depuis la nuit des temps et Ouais. qui continuera jusqu'à ce que l'être humain soit éradiqué de la planète Terre, je pense. Mais, euh, mais tu vois, c'est intéressant parce que, pour faire un parallèle, et j'ai eu des super échanges avec un entrepreneur qui est aux US, qui voulait bosser avec moi. Alors, lui, il a pas le même âge. Il a 52 ans. Ses filles sont grandes. Et c'est marrant à quel point, même tu vois, 15-20 ans après, il me dit que c'est sa priorité. Il me disait que ça a toujours été sa priorité. Alors qu'elles sont Et grandes, qu'elles sont autonomes. ouais, il est entrepreneur, il a des business, mais il a toujours tout fait pour elle.
Ce que je le fais, c'est pour elle, mais je me crée du temps aussi pour elle, et je veux être avec elle parce que c'est ma priorité avant tout, avant le business, avant tout. Et c'est assez intéressant parce que il me dit ok, go, on travaille ensemble. Moi, je mets jamais la pression. Je dis non, je te laisse toujours 24 heures. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je demande toujours aux personnes avec lesquelles je suis en relation de challenger leur oui. C'est de dire ok, maintenant que tu es persuadé que tu dois bosser avec moi, je te laisse 24 heures. Il va absolument falloir que tu me dises toutes les raisons pour lesquelles tu veux pas travailler avec moi. Il y a trop d'engagement, t'as pas le temps, t'as pas ci, t'as pas ça, machin. Et ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, il est revenu vers moi en me disant j'ai envie de prendre le temps, là, 3 jours, de brainstormer et de peser le pour et le contre de travailler avec toi. Et comme je lui ai dit, je fais. Enfin, non, c'est même pas de travailler avec toi, c'est de. Est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Est-ce que l'engagement que ça va me demander personnellement est pas trop important par rapport à ce à quoi je suis OK de fournir comme effort? Et ça me fait exactement penser à la discussion qu'on a comme parallèle, c'est que je lui ai dit, mais t'auras beau brainstormer tout ce que tu veux et poser tes idées sur papier, euh, le changement, c'est pas une décision rationnelle. C'est quelque chose qui vient des tripes, ça vient de tes émotions. C'est soit t'en as envie, comme toi, tu parlais de. Hum, C'est un moment, cette envie entrepreneuriale qui était là, mais c'était pas urgent parce que ben t'étais bien dans ton job. hum, Et sauf qu'à un moment, il y a un truc, c'est pas rationnel. Parce que si tu mets les choses sur papier, tu dis bah ouais, je vais galérer, je vais finalement travailler plus, je vais peut-être pas me payer le même salaire, je vais peut-être avoir moins d'avantages sociaux et compagnie, tout ça. Il y a rien de rationnel, par contre, tu sais que c'est maintenant. Et que les trucs, t'as cette envie viscérale qui est là, t'as une partie de rationalité, bien sûr. On n'est pas totalement des êtres irrationnels. Mais il y a beaucoup de ces décisions, ces grandes décisions de vie, comme la naissance, l'envie de faire un enfant, ce besoin de déménager, ces prises de conscience qu'il y a qui sont intuitives, viscérales, tu hum. vois. Et je pense que viscéralement, tu vois, en tant qu'entrepreneur, on a envie de faire plein de trucs. On sent que on est appelé par un truc plus grand. J'ai bien parlé de ces types de personnalités et les entrepreneurs sont, bien qu'on ait tous un entrepreneur en nous, ceux qui ont décidé de l'être, ils font un shift de personnalité qui fait qu'ils sont différents de quand ils étaient salariés. Et c'est ce qui rend très, très, très difficile cette séparation entre la vie pro et vie perso. Et je pense qu'il y a un schéma culturel, tu vois, derrière, qui se dit que on doit pas travailler le samedi, on doit pas travailler le dimanche, on doit pas travailler après 17 h, on doit pas travailler avant 8 h du matin, on doit pas travailler entre midi et 2. Pourquoi? De, L'avantage de de- l'entrepreneur, c'est qu'il choisit sa liberté. Il y en a beaucoup qui l'oublient. alors, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est que autant la charge mentale est plus forte maintenant, autant je suis libre de mon temps. En tout cas, je suis libre de choisir mes contraintes. C'est ça. Et ça, c'est quand même un luxe que l'indépendance t'offre, qui est absolument génial, quoi. De pouvoir me dire dans une journée où je bosse beaucoup, euh, qui correspond à peu près toutes les journées, de me dire là, il y a un break parce qu'il y a telle chose, il faut que je sois là pour. Tu vois, alors je vais te redonner l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère m'appelle hier, elle était en galère, son téléphone et sa télé fonctionnaient plus. J'aurais été salarié au boulot, en réunion, en call ou quoi que ce soit, j'aurais pas pu passer, ou Mhm. alors très tard. Mon bureau est pas loin de sa maison de retraite. J'avais un truc à terminer, je suis passé, j'ai fait le dépanneur, je suis retourné bosser un petit peu et puis je suis parti chercher ma fille à l'école. C'est des petits exemples qui n'ont l'air de rien, mais c'est génial de pouvoir se permettre de faire ça. Il y a un truc sur lequel je veux revenir sur ce que tu as dit, sur le shift de personnalité et sur le fait que l'engagement est différent quand tu es entrepreneur que quand tu es salarié. Euh, Moi, je crois qu'il y a une raison très simple à ça, c'est que quand tu es salarié, tu es au service d'une vision qui n'est pas la tienne, à laquelle tu adhères ou non. Et libre à Mhm. toi d'y adhérer et dans ce cas-là de porter le message ou de pas y adhérer et de partir, quoi. Mhm. Tout le monde est libre de. Enfin non, c'est faux ce que je dis. Parfois il y a des contraintes qui font qu'on n'est pas libre et qu'on Ouais. reste dans un job même s'il nous plaît pas. Quand tu te mets à ton compte, tu l'as créé ta vision. Ou alors tu l'as au préalable et c'est pour ça que tu veux te mettre à ton compte, ou alors tu l'as pas encore et puis c'est confronté au réel que tu te crées ta vision. En tout cas, la boîte devient toi. Donc, et inversement. Donc, c'est plus possible de dissocier, comme tu disais au début de notre échange, l'être professionnel de l'être personnel, parce que les deux sont intimement liés. Mhm. Et toi et moi, on fait des métiers de service, donc ce qu'on vend,
c'est notre jus de cerveau, mais c'est aussi notre personnalité et c'est le fit qu'on a Exactement, ouais. avec les gens avec qui on va bosser. Donc si tu passes ta vie à te travestir et à dire que tu n'es pas celui que tu es et que tu vends une vitrine qui ne correspond pas à ce que tu peux viscéralement apporter, ça doit être très compliqué, quoi, Mmh. de bosser au quotidien. Tu peux enlever le conditionnel, je pense, hein. Ça doit être, non, je pense, c'est très compliqué, C'est très effectivement. compliqué, ouais. Et t'as une vision juste des choses, je pense, parce que, tu vois, en termes de motivation, quand tu prends la théorie de l'autodétermination de Ryan et Deci, c'est vraiment les deux chercheurs qui ont fait la plus grosse recherche sur comment fonctionne la motivation humaine. C'est t'as deux types de motivation. T'as une motivation qui est extrinsèque et une motivation qui est intrinsèque. La motivation extrinsèque, en fait, c'est quelque chose qui te motive mais qui vient de l'extérieur. Hum, Et ça peut être un bonus, ça peut être un salaire, ça peut être des avantages, ça peut être des promesses, ça peut être une belle maison, une belle voiture. C'est des choses qui te motivent, mais pas vraiment de l'intérieur. Et la motivation intrinsèque, c'est ton pourquoi. C'est pourquoi est-ce que tu fais les choses. C'est un truc qui te dit, j'ai pas besoin en fait d'avoir tout ce qu'on me promet à l'extérieur. Ça vient de moi. Ça me fait hum, juste vibrer. Et c'est ça. C'est tu peux avoir une part de motivation intrinsèque quand tu es salarié, j'en doute pas, mais elle doit être, je pense, quand même limitée, même si tu adhères à la vision du projet, elle reste quand même dans un certain cadre limité, parce que ça vient pas de toi, parce que c'est pas ta propre créativité qui l'émane. Même si, effectivement, tu peux être très motivé par ce que tu fais, que ça te parle, que tu partages la mission de l'entreprise, tout ça. hum. Mais fondamentalement, tu as raison, quand tu es entrepreneur, ça vient de toi. C'est ton idée, en tout cas c'est la manière dont tu as formulé l'idée, tu fais preuve, tu laisses libre cours à ta créativité, tu fais tes propres erreurs, tu en tires tes propres résultats, tu prends tes propres risques, et ça, fondamentalement, y a pas d'externalité. L'externalité que tu peux avoir, c'est l'ego, la vision d'être entrepreneur, qui aujourd'hui est très valorisée dans le monde de la société. En tout cas, c'est vachement mis sur un piédestal. Je suis pas du tout d'accord d'ailleurs avec ce principe de se dire qu'aujourd'hui, tout le monde devrait être entrepreneur, c'est la voie royale, tout ça. On en C'est fait clair. beaucoup trop de bruit, c'est pas fait pour tout le monde, pas à tous les stades de la vie. Euh, et il n'y a pas de un entrepreneur vaut plus qu'un chômeur. Enfin, à un moment, en Hum. fait, on est tous des êtres humains, on a tous une valeur intrinsèque qui est vitale, quoi. Mais par contre, effectivement, tu as ces deux types de motivation, quoi. Et quand tu es entrepreneur, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Tu vois, tu parlais d'extension, que l'entreprise devient toi-même. Je suis persuadé que quand tu es entrepreneur, solopreneur, une petite entreprise et tout, ta boîte au début, c'est l'extension de toi-même. Hum. Et plus vite tu as compris ça, plus vite tu as compris que ce sont tes valeurs qui sont infusées dans le business, que c'est ta personnalité qui est infusée dans le business, que tu es des salariés ou non, plus vite les choses deviennent simples. Mais c'est là où tu vois, il faut vraiment accepter ça. Il faut Et l'accepter, créer des accords puissants avec son compagnon ou sa compagne. Et ça, carrément. c'est important. Mettre les choses à plat, Alors communiquer, c'est ça, clair. c'est même plus qu'important, c'est essentiel, je crois. Mm. Que dans le démarrage d'un projet entrepreneurial, tu es la bénédiction de celui ou celle qui partage ta vie, c'est absolument fondamental. Parce que Mmh. Mm. si, en plus de ta, comment dire, de ta propre préoccupation qui est inhérente au fait de lancer ta boîte, tu as en plus le besoin de te justifier sur ce que tu fais en rentrant à la maison, ça devient infernal, quoi. Tu es sûr que Mm. tu as fait le bon choix, c'est dur quand même. Peut-être qu'il faudrait que tu retrouves un job salarié, on te voit plus, on te voit pas, t'es happé, t'es Mm. là mais t'es pas là. Je pense que si tu n'as pas l'accompagnement, l'approbation, bah, la bénédiction c'est peut-être beaucoup, mais Mm. l'approbation, la compréhension, l'empathie de la personne qui partage ta vie, ça, bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu pètes un plomb. Soit le Mm. couple, soit la boîte s'arrête, je pense. Bah, tu vois, c'est marrant parce que moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Ça fait 4 ans et demi que j'ai lancé ma boîte. Et j'avais la bénédiction de ma femme, même quand on est devenus parents. Mais il y a 2 ans, ma femme a perdu son père. Et c'était juste après le Covid. Et, euh, et tu vois, cette bénédiction, ce soutien, je l'ai perdu à ce moment-là. Ouais. Parce qu'elle avait perdu son père, qui est le soutien émotionnel de croissance d'une fille, quoi. Et elle avait perdu ce repère. Et je me souviens qu'à ce moment-là, elle avait elle était complètement paumée, ce qui est normal.
Mmh. Euh, Elle avait énormément besoin de stabilité. Et elle me demandait, même directement, c'était même plus indirectement, c'est directement de retrouver un boulot, d'arrêter. Parce que, en fait, ce qu'elle avait besoin, c'était de combler un énorme vide de sécurité lié au départ de son père. Et ça a été une année, mais qui a été infernale, où effectivement notre couple a failli exploser, ma boîte a failli exploser, parce que j'arrivais plus, quoi. Tu dis, mais t'es tout le temps en train de, toi, essayer de te rebooster, quand t'es à la maison, de justifier ce que tu fais, et c'est super compliqué. Et comment vous avez fait tous les deux pour sortir de l'ornière? Bah moi, j'ai la chance d'avoir une super coach depuis 2-3 ans, donc ça m'a beaucoup aidé. Ma femme, elle a fait preuve de beaucoup de courage en allant voir un psychologue, et en disant, en fait, j'ai besoin d'aide, en l'avouant complètement. Et ce qui est une force, hein, parce que je sais que dans sa famille, il y a personne qui l'a fait. Elle a 2 petits frères, sa mère. Personne a pris cette option. Et elle, en fait, à un moment, et ce qui est intéressant, c'est que ses 2 petits frères n'ont pas d'enfants. Elle aurait peut-être pas fait cette démarche, mais avec une petite fille à l'époque de 2 ans au milieu, elle s'est dit, ouais, il s'agit pas que de moi là, en fait. Mmh. Ou en tout cas, si, il s'agit que de moi, Oui, mais parce que ça a si des je travaille pas conséquences sur pas moi que et sur que moi. moi, ça ne va pas mieux, les conséquences vont être Ouais. terribles sur tout le monde, parce qu'elle voyait qu'il commençait à y avoir des conséquences vraiment lourdes pour moi, et pour notre fille, j'en parle même pas, quoi. Mmh. Et c'est vrai que tu vois, ça avait été intéressant. Et j'aime beaucoup cette notion de courage qu'il faut avoir dans la vie en général. Tu vois. Euh, le courage de se faire aider, le courage de demander du soutien. Mmh. Et moi, j'arrêtais pas. Et c'est ce qui nous a en fait aussi sauvés, c'est que j'arrêtais pas de demander ça à ma femme en disant tu te rends pas compte à quel point j'ai besoin de ton soutien pour juste me sentir libre. Parce que je suis dans un état de stress constant, et cet état de stress constant, il se répercute en une baisse de créativité. Et la créativité, c'est le pétrole de l'entrepreneur. C'est une super expression, je vais peut-être te la piquer. C'est un truc que je dis beaucoup sur le fait que je me suis rendu compte a posteriori que j'étais beaucoup moins créatif quand j'étais salarié. Et pas parce que ma créativité était bridée, hein, au contraire, j'ai eu la chance vraiment d'évoluer dans un cadre où la prise d'initiative était vue plutôt d'un bon œil, où j'étais autonome, vraiment, et j'avais la sensation d'être créatif. Mais j'ai l'impression, en tout cas me concernant, que le, le fait d'être salarié, moi-même, mettait ma créativité en veille. Parce que de toute façon, à la fin du mois, il y avait un salaire qui tombait. Et que comme je suis un peu fainéant de nature, bah, je me disais qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller créer plus, d'aller inventer plus, de prendre plus d'initiatives, parce que ben, je bosse pour une boîte qui est cohérente, qui fait bien le taf. De temps en temps, j'apporte des idées, c'est bien, c'est cool, et ça suffit. Et quand je suis passé de l'autre côté de la barrière, moi, je me suis lancé un peu plus tard que toi, en février 2020, donc juste avant le Covid. J'ai commencé à bosser et 5 semaines après, le monde s'est arrêté. Hmm. J'ai été condamné à être créatif si je voulais que ça marche. Et en fait, j'ai adoré ça. J'ai adoré être créatif. Me dire bon, comment je peux quand même faire du business en sachant que je suis à la maison, que j'ai pas de clientèle préexistante, que j'existe pas, qu'on m'attend pas, qu'on me connaît pas. Euh, j'ai stressé. Je m'en Mhm. suis sorti par la créativité, mais ce qui est rigolo aussi, c'est que je ne me suis jamais dit ah, j'aurais pas dû démissionner, j'aurais dû rester salarié parce que je suis parti à la pire période. Je n'ai jamais eu ce regret-là, jamais. Mhm. Et pour moi, ça c'est le signe certainement du fait que j'ai fait le choix qu'il fallait que je fasse au moment où je l'ai fait, parce que se mettre à son compte un mois avant le Covid, c'est quand même une très bonne manière de tester. Ton Les limites du mindset potentiel humain. entrepreneurial, quoi. Voilà. Et si tu sors de là en te disant j'ai fait le bon choix et en ayant commencé à générer de l'activité, c'est plutôt pas mal. Hmm. Voilà, c'est ma première réussite, on va dire, d'entrepreneur, c'est pas de faire du chiffre d'affaires dans des proportions folles, mais c'est d'avoir réussi à enclencher le mouvement malgré le contexte qui était complètement ouf. Hmm. Tu vois, il y a une image que j'aime bien, c'est la manière dont est écrit en chinois le mot crise. C'est deux idéogrammes, il y en a un qui veut dire danger et l'autre qui veut dire opportunité.
OK. Et ce qui est bien, c'est l'interprétation. J'aime, alors je parle pas du tout chinois, je parle un peu plus japonais, parce que j'aime beaucoup la culture japonaise, mais j'aime bien, tu vois, la manière, ce que retranscrivent les écritures chinoises et japonaises, c'est beaucoup plus visuel. Il y a Mmh, beaucoup de concepts derrière les mots. Alors que nous, il y a un mot pour chaque truc. mmh, Et j'aime bien cette idée de dire que le mot crise, tu vois, en chinois, est constitué de deux autres concepts, celui de danger et d'opportunité. Ce qui veut dire que dans chaque danger, j'ai eu une opportunité. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on se dit il y a une crise, ça va être la fin du monde, si on regarde de manière pragmatique, effectivement, il y en a plein qui se cassent la gueule, mais il y en a tout autant, voire plus, qui surfent sur une vague inverse qui est énorme et qui s'enrichissent à ce moment-là. mmh. Et, et ouais, j'aime bien cette image que tu prends de dire, ça a été un peu le baptême du feu, de dire, se lancer un mois avant le Covid, c'était l'épreuve de force. Par contre, ce qui est intéressant, dans ce que tu me dis, c'est que quand tu es salarié, moi je suis passé par là, des amis sont passés par là, je pense que tout le monde est passé par là, au moment de se dire, t'as envie de créer ta boîte, mais il y a cette peur de se dire, et si ça foire, qui t'empêche de le faire? Et si ça, et si c'est trop dur, et si c'est trop compliqué, et si j'y arrive pas, et si je suis pas assez créatif, et si j'arrive pas à me payer, et si, Mmh. à quel point ça peut te bloquer, mais qu'une fois que t'as fait ce tout petit premier pas en avant, de dire, allez c'est bon, j'y vais, je ne connais personne qui m'a jamais dit, j'aurais jamais dû essayer. Je Même suis ceux qui se d'accord. sont plantés. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, une fois que t'as pris la décision, c'est comme si tout s'arrêtait derrière toi. T'as pris ce truc, et c'est un peu tu sais, cette image du doigt dans l'engrenage. Mmh. T'es happé par un truc, c'est plus fort que toi, t'es dedans, et après, en fait, t'es plus concentré sur les problèmes, mais sur les possibilités. Et t'es dans le truc de dire, je vais faire preuve de créativité, je vais faire du mieux que je peux, et advienne que pourra. Et même les entrepreneurs qui ont foiré lamentablement, comme ça arrive, comme moi ça m'est arrivé, et ça arrivera encore à des milliers d'entrepreneurs, je connais personne qui m'a jamais dit, le jeu en valait pas la chandelle, j'aurais Mmh. jamais dû faire ça. Carrément. Je sais pas de quoi demain sera fait et peut-être qu'un jour, je devrais revenir vers le monde salarié. C'est a priori pas l'idée, mais on sait jamais. Mhm. Hem Mais je te rejoins tout à fait sur le côté, le jeu en vaut quoi qu'il arrive la chandelle, dans les citations qu'on utilise à tort et à travers sur, soit je réussis, soit j'apprends, c'est vrai je pense en matière entrepreneuriale et c'est d'autant plus vrai que, on va pas se mentir, entreprendre, c'est quand même avoir beaucoup plus d'échecs que de réussites. Mhm. Et je pense que ce Puis qui toi, t'as fait deux boîtes, donc tu doubles ouais, les en risques. plus je double les risques, ouais, c'est vrai. Heu Dont une où en plus on est en train de créer le marché. Donc je peux te dire que des vestes, on en prend. En fait, c'est pas l'échec le problème, c'est comment tu réagis face à l'échec. Mhm. Euh, Est-ce que tu dis bon bah les portes se ferment de tous les côtés, de toute façon j'y arriverai pas et puis tant pis on arrête là, ou est-ce qu'on se dit ok cette porte là se ferme, je vais en tester une autre. Et là encore, moi, j'ai découvert que j'étais capable de prendre des portes dans la gueule. C'est une vraie fierté parce que j'étais pas sûr de ça quand j'ai commencé. M- Maintenant, je sais que je suis capable d'accepter que quand on me dit non, que quand quelque chose marche pas, déjà, un, j'ai ma part de responsabilité dedans, et deux, c'est pas grave. On va essayer autre chose. Et si un jour je suis amené à ne plus entreprendre, ça sera parce que j'ai tout testé à la mesure de ce que je peux faire, quoi. Peut-être qu'il y aurait encore d'autres choses à faire, mais moi, Alex, j'aurais pas pu aller au-delà. J'ai la conviction viscérale que je ne m'arrêterai pas tant que j'aurai pas l'impression d'avoir tout tenté. Mhm. Justement pour pas avoir de regrets. Je pense que c'est très compliqué quand tu es obligé de fermer un business en te disant et si. J'ai envie Mhm. de jamais me poser cette question. Si ça foire, ben ça foire parce que on aura tout essayé et ma foi, pas de regret. Mhm. Enfin, ah, Ça fait, oui, il y en ça fait, aura, mais ouais, il y a des regrets, bien sûr, oui. mais, Mais j'ai mais, fait tout ce que je pouvais, mais pas t'es de pas reproche à obligé, se faire en tout cas. ouais, t'es pas obligé d'en faire un truc identitaire. De dire mes Exactement. regrets égale moi-même. C'est une valeur que tu veux transmettre à tes enfants, ça?
Euh, L'abnégation, la résilience, l'optimisme. Oui, forcément. Euh, ouais, c'est des valeurs que je veux que je veux leur transmettre parce que au-delà de la réussite professionnelle, je pense que c'est des valeurs qui sont hyper importantes dans la vie de tous les jours. Ne pas lâcher l'affaire, voir la vie d'un œil optimisme, d'un œil optimiste. J'aime beaucoup cette idée-là euh, parce que on n'a pas la prise sur tout ce qui nous arrive. Il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle. Il y en a plein sur lesquelles on n'a pas, on n'a absolument aucun contrôle. Et pour le coup, la manière dont tu abordes ce que tu ne maîtrises pas, je pense que c'est ton état d'esprit qui fait la différence sur le fait d'y aller et de tester. En même temps, je te dis ça, moi je suis un grand frileux sur plein de sujets. Tu me feras jamais faire du saut à l'élastique ou du parachute, parce que là je suis plutôt un pessimiste, quoi. J'ai plutôt tendance à penser que je vais m'éclater la gueule qu'arriver entier. Mais par contre, en termes de prise de risque sur mon identité, sur mon mental, je suis beaucoup plus joueur que Mhm. sur les aspects physiques. Donc, elles en feront ce qu'elles veulent, mes filles, de ce que j'essayerai de leur transmettre. Comme nous, on a fait ce qu'on voulait, je pense, de ce que nos parents ont essayé de nous transmettre. Mais là aussi, je pense que comme en matière entrepreneuriale, j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard en me disant, tiens, ça, j'aurais aimé le transmettre à mes filles. Tu sais, dans le fameux post LinkedIn qui fait qu'on se parle, euh, alors c'est bon, hein, je suis devenu un influenceur parce que j'ai mes premiers haters, tout ça, machin, c'est tough. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, vous vous trompez, vous allez le regretter plus tard. Je suis persuadé que je le regretterai pas. Je regretterai pas d'être investi dans mes boîtes, tout en essayant de rester un papa le plus présent possible, parce que je ne saurais pas faire autrement, là, maintenant. Tu peux avoir des regrets quand tu sais qu'il y avait une autre manière de faire. Quand c'est la seule que tu vois, bah, il n'y a rien à regretter. Euh, et là, je vois pas, ouais, je vois pas ce que je pourrais faire différemment. D'autant que depuis la naissance de la deuxième, il y a une accélération énorme au niveau boulot. C'est comme si il y avait une espèce je sais pas, de force d'esprit qui se disait, ben mon coco, là, tu as une deuxième fille qui vient d'arriver, ça va être le rush à mort au niveau boulot. Donc qu'est-ce que je fais? Je le prends pas, je le fais pas, je le mets en parenthèse, je dis je suis en train de pouponner et puis on se recontacte dans 6 mois. Non, je bosse comme un taré et je pouponne. Euh, je fais les deux. Et de manière totalement imparfaite, mais je peux pas faire autrement. J'aime bien cette idée de je ne peux pas faire autrement parce que Mm. c'est un standard, une limite que tu t'imposes à toi-même. Et il y en aurait plein qui te diraient c'est une croyance limitante, tu t'empêches de grandir, de développer ton potentiel. Au contraire. Fondamentalement, moi j'ai passé 10 ans dans la banque privée, j'ai vu 95%, 90% des clients entrepreneurs avec lesquels je bossais qui étaient divorcés, qui avaient pas forcément de bonnes relations avec leurs enfants, qui avaient rien d'autre que leur boulot. Les quelques-uns qui vraiment m'ont inspiré, ils avaient tout. Ils avaient toujours la même femme ou toujours le même mari, ils avaient des enfants, ils avaient ils Mm. avaient de bonnes relations avec eux, et ils faisaient du sport, ils partaient en voyage, ils faisaient des choses, leur entreprise tournait bien. Et à chaque fois, je discutais avec eux et je leur demandais, mais comment est-ce que vous faites? Il y avait cette notion de, je me suis pas laissé le choix. Et ce que j'aime bien derrière, c'est cette idée d'engagement extrême, de responsabilité extrême de sa vie, tu vois. Et c'est un sujet que j'aborde énormément dans ma pensée, dans mes podcasts, dans ce que j'écris avec mes clients. On n'a aucune idée à quel point on est capable de faire des trucs incroyables du moment où on s'en laisse pas le choix. Mm. Et je me souviendrai toujours que quand j'ai monté ma boîte de consulting, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'un entrepreneur qui avait enfin, la première, qui avait créé la première société de consulting en expérience client dans le monde du luxe il y a 20 ans et qui était internationalement reconnu. Enfin, il est toujours d'ailleurs.
Et j'ai eu des discussions après qu'on a animé des séminaires, on rentrait à l'hôtel, moi je venais d'être papa, lui il était papa de 2 filles. Je dis: «Mais comment est-ce que t'as fait à cette époque-là?» Et c'était exactement cette idée, pas avec les mots que tu utilises, pas avec les mots que j'utilise, mais il y a ce concept derrière cette idée de se dire: «Je me laissais pas le choix». Mmh. C'est quand je m'engageais, à emmener mes filles en vacances, je les emmenais en vacances. Des fois, c'était peut-être pas 2 semaines, c'était 4 jours, 5 jours. Mais par contre, j'étais injoignable et j'étais là pour elles pendant 4, 5 jours. Chapeau. Je ne rentrais pas chez moi avec mon téléphone portable. Il me dit donc des fois, oui, je passais 1 heure et demie devant mon portail avec mon téléphone. Donc j'arrivais à 19 heures et je rentrais chez moi à 20h30. J'étais devant mon portable. Par contre, je foutais le téléphone dans la voiture, c'était 20h30, mais à 20h30, j'avais plus de téléphone, plus rien. Et, euh, et j'aime bien cette idée que j'ai retrouvée partout, c'est de se dire non, je ne me laisse pas le choix. C'est ma décision, c'est ma responsabilité. C'est extrêmement simple. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que le chemin est facile au quotidien, mais quand ta décision elle est prise, les choses sont beaucoup plus simples. Parce que ça laisse pas le choix, tu vois, de c'est noir, enfin, il n'y a pas de zone grise en fait, c'est noir ou c'est Mmh. blanc. Mmh. Et une Donc fois que lui, tu il te arrive dis à non, scinder. Il arrive à scinder vraiment, à mais laisser physiquement la vie professionnelle je dis pas derrière qu'il a, lui. je dis pas encore qu'il a des trucs qui lui traînent pas dans la tête, c'est pas Ouais. possible. Mais c'est là où en fait, quand tu prends la responsabilité des choses et que tu te dis non, c'est pas soit ma famille, soit le boulot, mais les deux, parce que les deux sont tout aussi importants pour moi, bah en fait, tu te démerdes. Tu Mmh. trouves des solutions, tu t'organises. Et avec Jérémy, donc du podcast Papapreneur avec lequel on échange souvent, l'organisation, elle est au centre de notre vie. Tu vois, c'est de te dire, tu as intérêt à être hyper bien organisé. Et hyper bien organisé, ça veut pas dire avoir un tableur Excel où chaque minute est occupée. Je l'ai fait. Ça a failli me foutre en l'air. Mais j'ai dû passer par cet excès d'organisation et de non-flexibilité pour aujourd'hui avoir une organisation hyper flexible, mais te dire que ce qui rentre dans ta journée et ce qui est organisé dans ta journée, ce n'est uniquement que tes priorités. Et qu'aujourd'hui, moi, fondamentalement, je sais que je bosse 3 heures par jour. J'ai 3 heures par jour qui sont bloquées dans mon agenda. Le reste, c'est, c'est de la flexibilité. Ça veut pas dire que je ne fais rien. Je vais me former, je vais avoir mes clients pendant ces heures-là, je vais écrire, je vais enregistrer, je vais aller me balader, je vais aller faire du sport, je vais méditer. C'est des trucs qui vont me permettre de bosser sur mon business, de me ressourcer, d'être meilleur, mais c'est aussi du temps qui me permet où quand la nounou, elle nous claque entre les pattes, que l'école fait une grève, comme ça a été le cas mardi, que tout ci, que tout ça, de dire, ok, mon essentiel est fait, et si je me laissais la journée pour faire ça, ça me prendrait pas 3 heures. Je prendrais ma journée pour enregistrer, pour écrire, pour me former, pour tout ça. Ça me prendrait une journée. Mais quand je me donne 3 heures, pendant 3 heures, alors, c'est une contrepartie Mmh. que ma femme me reproche beaucoup, c'est que je suis injoignable. Je suis très 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 difficile à joindre pendant ces 3 heures parce qu'en fait, j'ai une manière de fonctionner mentalement où quand je suis concentré sur un truc, le monde autour de moi, je suis un peu dans une bulle. Donc ça paraît gênant au quotidien, dans ces moments-là. Mais par contre, à côté, je m'accorde une flexibilité énorme. Une flexibilité énorme qui me permet de gérer ma vie de papa, qui me permet de, tu vois, arriver tout doucement sur la fin de journée. Et aussi de me créer des réflexes mentaux que j'appelle des switches, où je vais transitionner entre différentes parties de ma journée. Je vais pas déposer ma fille à l'école et aller direct au boulot. Je vais déposer ma fille à l'école, je suis avec elle, je vais marcher 10-15 minutes, je me mets au boulot. Et inversement, le soir, tu vois, hier soir, j'allais chercher ma fille. J'ai fait le truc que je déteste faire hier matin, je me suis levé, j'ai ouvert mes mails. C'est pourtant une condition sine qua non, je n'ouvre jamais mes mails avant 9 heures du matin. Là, je les ai ouverts à 6h30 parce que ma fille s'est levée à 5 heures, c'était super tôt. Et ça faisait 1 heure et demie que j'étais debout, je me dis, j'ai checké mes mails au cas où. Il y a eu un truc à la con, un mail des impôts. Moi, j'avais pas dormi. J'étais, merde, j'ai oublié de faire ça. Et tu pars sur un état émotionnel hyper mauvais. Je l'ai traîné pendant 1 heure et demie en me disant, non, non, mais attends, les impôts, tu les as gérés, c'est bon, arrête. Et t'es en réaction et ça m'a traîné la journée, ça m'a un peu tiré vers le bas. Et quand je suis allé chercher ma fille, j'ai bloqué. Je me suis dit, ok, je vais aller la chercher à 5h30. Je bloque à 5 heures. Je vais marcher 15 minutes. Je vais fermer les yeux 15 minutes, enfin 5 minutes juste pour respirer, me calmer, me rappeler que ma fille, c'est ce qui est important.
que c'est la vraie vie, que mes problèmes du boulot, c'est des problèmes que je me crée moi-même, et de sourire et de bouger et de me dire là, ma fille, c'est le seul moment que je vais pouvoir passer avec elle. Il n'y aura jamais un autre moment dans ma vie qui se répétera de cette manière. Je revivrai jamais ce moment. Et tu vois, tu te remets des trucs comme ça, et j'arrive voir ma fille, elle me saute dans les bras, parce que je me dis dans 20 ans, je donnerai tout, je sacrifierai tout pour revivre ces moments. Mmh. Et c'est hyper important, tu vois, en fait, d'avoir ces clics mentaux, cette organisation et personnelle et mentale qui te fait que tu bascules. Et par contre, ma femme, elle est totalement au courant, ça n'empêche pas que ça la gave, que j'ai tout le temps 1 milliard d'idées à la seconde et que des fois, à 19h, je prends mon téléphone et j'écris quelque chose. Mmh. Mais comme je dis, je préfère faire ça, poser mon idée pour l'avoir le lendemain, plutôt que de me Complètement. dire, je vais la garder en tête et je vais me forcer pendant les 4 prochaines heures de la Non, journée à c'est la garder mort. en tête et ne pas C'est être mort, dedans. tu vas la perdre. Et ouais, et tu vas la perdre. Et en Ouais. fait, tu seras pas là. Et ta femme t'a fait cette remarque, ma femme me l'a fait, la femme de Jérémy aussi, nos femmes nous le font tous. C'est que des fois, tu es là physiquement et tu lis une histoire et t'as ta fille dans tes bras. Et même en lisant l'histoire, si tu relis 2 fois la même phrase, tu loupes le mot, tu lis pas bien, parce que tu es en train de penser à un autre truc. Mmh. Et t'es là, mais t'es pas là. Et ça arrive, et c'est comme ça, c'est pour ça que enfin moi, je lutte complètement maintenant contre cette division de ma vie pro et ma vie perso, parce que je sais que ma vie perso et ma vie pro sont la même chose. Par contre, après, cette idée d'intégration, c'est te dire comment est-ce que tu le fais de manière efficace. Et ça, c'est tout un sujet. Complètement. Parce que les journées ne font que 24 heures pour nous tous. Mm, complètement. Je te pique l'idée de la transition. Je le fais pas du tout, moi. Moi, je saute du coq à l'âne et certainement que c'est pas la bonne chose. Tu vois, quand je dépose ma fille, je file au boulot direct, ou alors je sors de l'école, je prends mon téléphone et je passe tout de suite un coup de fil. Il n'y a pas de moment de transition Ouais, et je pense que ça me fatigue. ouais, en fait, je dis pas à travers ça que tu vois, il y a une bonne manière de faire. Mais c'est que moi, j'aime bien faire la métaphore de la pièce de théâtre. De dire, tu vois, notre vie, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Notre journée, plutôt, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Elle est découpée en différentes scènes. Il y a le moment où tu te lèves, il y a le moment où tu déjeunes, il y a le moment où tu te douches, il y a le moment où tu t'occupes de tes enfants, le moment où tu t'occupes de toi, le moment où tu vas au travail, le moment où tu vas manger, le moment où tu es en mode créativité, puis tu enchaînes avec une réunion où tu es en mode écoute, puis après tu repasses peut-être sur un rendez-vous physique, où là tu vas être sollicité différemment. Et bref, ce que je veux dire, c'est qu'à travers ces différentes scènes, il y a un état émotionnel qui est attaché, Mmh. une énergie mentale qui est attachée. Et que plutôt que se dire que la vérité c'est ça, c'est de faire des transitions de cette manière, c'est plutôt de se poser la question avec juste curiosité et ouverture d'esprit de se dire est-ce que les émotions que j'ai dans une de ces scènes vont servir à la suivante. Et c'est tout le problème Ok. justement de ce qu'on parle, enfin de ce qu'on entend par équilibre pro-perso. C'est que souvent l'énergie qu'on a du travail, on la ramène à la maison. Le problème, c'est pas de penser au travail. Le problème, c'est l'énergie qu'on transmet. Est-ce qu'elle nous sert ou est-ce qu'elle nous dessert? Est-ce que quand tu es en mode résolution de problème et que ta femme te dit qu'elle a passé une mauvaise journée et toi, comme bonhomme lambda, tu dis mais t'as qu'à faire l'étape A, Ouais. B, C, D et ta femme me dit mais je m'en fous, je n'attends pas des Écoute-moi, solutions, j'attends de l'écoute. écoute-moi, ouais, bah C'est deux ouais. choses totalement différentes, mais toi, tu es en mode résolution de problème, tu es dans cette énergie, dans cette émotion. Et pareil avec ta fille, où par exemple, tu as passé une fin de journée merdique, tu as eu 5 clients qui t'ont dit non, tu es fatigué, tu raccroches, ça a été tout le problème avec le télétravail. Tu raccroches, tu fermes le PC, tu machin, tu ranges. 2 minutes après, tu passes en mode de entrepreneur à papa à mari. Et tu es toujours dans cette émotion. Et ta fille, elle t'écoute pas. Et ta fille, elle fait pas ce que tu dis. Et elle mange n'importe comment. Et toi, tu es toujours dans cette énergie. Tu te dis, oh, c'est bon, oh, t'arrêtes. Maintenant, t'es grande. Maintenant, c'est comme ci. Maintenant, c'est comme ça. Parce que tu étais dans un manque de contrôle avant. Ouais. Donc, tu essaies d'avoir un excès de contrôle après. Mmh. Et fondamentalement, tu vois, c'est l'idée des transitions qui est intéressante. C'est pas comment est-ce que tu les fais. Mais c'est toujours de se poser cette question avec curiosité. Est-ce que mon état émotionnel actuel, dans la scène actuelle, va être important, va me servir ou me desservir dans le prochain? Mais c'est pour ça que j'aime bien l'idée que tu développes sur la transition, parce que ça permet de clore tranquillement une séquence et de poser les jalons de la prochaine. Hmm, Et ouais, je te pique l'idée. cool. Je suis content que ça t'ait intéressé. Ouais, Avec Jérémy, on aime bien finir les épisodes. Ce que je t'ai dit, voilà, c'est dans quelques minutes, je dois aller chercher ma fille. On est dans le ouais, podcast Papa Preneur, donc on peut ouais. parler de ces choses-là dans le concret. Euh,
Est-ce que tu as une anecdote cocasse à partager de ton quotidien de papa et de ta vie d'entrepreneur? Alors écoute, oui, j'en ai une qui me vient en tête instantanément là. On dirait presque que c'était préparé tellement ça me vient vite quand tu me poses cette question. Mais il y a 2, 3 semaines, j'étais très bon exemple du carambolage entre le pro et le perso. J'étais avec ma compagne et mes 2 filles. J'avais une visio hyper importante à 16h30. Je les dépose chez le maraîcher. Je les laisse avec la voiture, je marche vers chez nous, je me connecte pour ma visio. Je préviens le type avec qui j'étais en visio qu'il est probable que dans les minutes qui viennent, ma compagne rentre avec nos filles et que je suis à la maison, tout ça. Enfin, truc qui est beaucoup plus admis quand même aujourd'hui, de temps Mmh, en temps, complètement. d'avoir un peu de bruit de fond. Mes filles et ma compagne rentrent. La grande rentre et elle me dit: «C'est qui?» Alors je lui dis: «C'est un monsieur qui s'appelle Laurent». C'était la première fois que je lui parlais. Elle me dit: «J'aimerais lui dire bonjour» et je lui dis: «Promis, quand je termine, je te dis et tu lui dis bonjour». Et puis elle ressort, je termine la visio, je raccroche. Je sors, elle me dit: «Mais j'ai pas dit bonjour». Et la pauvre, ça l'a mis dans un état pas possible. Ouais, je 5 comprends. minutes après, j'ai un type qui m'appelle, que je connaissais pas, recommandation d'une amie. Et là, ma fille était là. Elle me dit, je peux lui dire bonjour. Le type, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je dis, écoutez, j'ai un grand service à vous demander. Est-ce que ma fille peut vous dire bonjour? Il dit, oui, pas de problème. Et donc, je le mets sur haut-parleur. Ma fille lui dit bonjour. Il lui répond, eh ben, bonjour. Et en fait, c'était un super moment parce que ma fille était contente. Le client, enfin le prospect, a joué le jeu de manière hyper sympa. Et ce qui est rigolo, c'est que ça crée déjà une anecdote entre lui et moi d'une Complètement, ouais. expérience boulot ultra différenciante, quoi. Mmh. Donc tu vois, ça c'est mon côté entrepreneur qui revient, c'est que c'était un super moment humain, mais businessment parlant, il se souviendra toujours que la première fois qu'on s'est causé, ma fille voulait absolument lui dire bonjour. Ça crée un souvenir unique. C'est génial. Voilà, C'est génial. Et tu vois, mon premier business, c'était l'expérience client. C'était justement comment créer des expériences uniques, marquantes dans l'esprit des clients. Parfois, on fait pas exprès, comme là tu exactement. l'as fait. Mais c'est des choses effectivement qui sont mémorables et que la personne gardera sûrement jusqu'à la fin de sa vie. Mmh, tout à fait. Je crois qu'il faut que tu files là, hein, Quentin. Ouais. Merci de m'avoir partagé cette anecdote, enfin Avec de nous avoir plaisir. partagé à moi et les auditeurs cette anecdote. Ça a été un plaisir, Alex. Partagé. C'était vraiment très sympa, Quentin. Je te souhaite le meilleur, puis ben, un bon week-end avec tes femmes. Merci. Bon week-end à toi aussi avec, Bon, avec les à tiennes. très bientôt. Merci. Salut, Quentin. Salut. Ciao.